Bonjour à tous, bienvenue Bonjour à tous. au webinaire avec Finance 360 sur comment bien prompter l'IA en finance. Beaucoup de choses vont être couvertes aujourd'hui. On est ravis de vous avoir avec nous pour ce sujet d'actualité. Vraiment beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui, donc d'habitude je vous laisse une petite minute pour vous connecter, mais on va démarrer directement par dans le webinaire. Comme ça, on va couvrir le maximum de choses et on aura le temps à la fin de prendre vos questions. Alors, juste un petit peu de housekeeping. Donc, le webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay du webinaire d'ici demain ou lundi. N'hésitez pas à le transférer à vos collègues et amis si vous le trouvez riche en contenu. Pendant tout le début du webinaire, on va effectivement couvrir les techniques pour bien prompter l'IA en finance. Et à la fin, effectivement, on va réserver du temps pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions dans la table questions ou dans le chat à droite de votre écran. Tu peux passer sur le slide suivant, Anne-Claire. Donc, comme je le disais, beaucoup de choses. On va voir effectivement toute première partie où vous allez voir comment structurer un prompt puissant, la notion de sécurité avec l'IA, différents cas d'usage en finance, ce qui est le plus intéressant. Enfin, une petite démo. On va finir par effectivement comment nous, à GCAP, on utilise aussi les prompts dans nos modules de finance. Et à la fin, une grosse partie Q&A pour vous permettre de poser toutes les questions si les choses n'avaient pas été claires. J'ai avec moi deux intervenantes, donc Anne-Claire Chanvin et Kelly Roussel. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, ravie d'être là pour ce nouveau webinaire. Je m'appelle Anne-Claire Chanvin, je suis la fondatrice de FinUp 360 qui accompagne les entreprises grâce à des services de direction financière part-time et de formation IA aux équipes finance. Et moi, c'est Kelly Roussel. Je suis ingénieure en IA, particulièrement en IA générative chez Agicap, au sein d'une équipe qui s'appelle le Lab et qui a pour objectif d'aller explorer ces nouveaux sujets pour voir comment on les intègre dans Agicap pour apporter de la valeur. Donc deux super intervenantes. Moi, Jean-Luc Detzel, je fais du marketing. Je vais laisser surtout nos intervenantes parler parce que moi, je suis effectivement plutôt en retrait sur ces sujets-là, mais vous verrez ma tête de temps en temps quand il y aura des questions. Juste deux mots sur Agicap en bref. Donc, on est éditeur de logiciels en gestion de trésorerie, le numéro 1 en Europe sur les PME ETI. On est présent dans 12 pays. 600 employés. Ce qui est intéressant, c'est qu'un tiers de nos employés font de la R&D, parce qu'on a effectivement 2 releases par mois de fonctionnalités. Et comme on est en mode SaaS, effectivement, tous nos clients bénéficient de ces fonctionnalités. Donc, on est vraiment une entreprise dont le produit évolue beaucoup. Plus de 8000 clients dans le monde entier et c'est 150 partenaires technologiques, que ce soit intégrateurs, fournisseurs de solutions, la FTE. Donc voilà, n'hésitez pas à rencontrer nos équipes. On est toujours ravis de discuter avec les clients et les prospects. Et juste un mot, c'est sur le slide suivant, on vient de recevoir pour la deuxième année de suite effectivement une distinction dans G2, qui est une plateforme d'analyse et de performance des solutions technologiques, et on est leader dans les catégories cash flow management et TMS, donc une espèce de reconnaissance. On est très content et vous en saurez plus prochainement dans un blog qui sera sur notre site web. Voilà pour la partie présentation d'Agicap, et je passe la main à Anne-Claire qui va vous expliquer comment bien prompter l'IA en finance. Super, merci Jean-Luc. Alors, il y a une autre petite slide de présentation, c'est juste pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à former les équipes finance en IA. Donc moi, j'ai 10 ans d'expérience, j'ai travaillé dans des grands groupes, PwC, L'Oréal. J'ai une expérience entrepreneuriale, une première expérience où j'ai lancé un business de location de vêtements éco-responsables, lancé en mars 2020, donc pas la meilleure période. Et puis après 2 ans de cette belle aventure, j'ai rejoint Choco, qui est une licorne allemande qui digitalise la relation entre les restaurants et leurs fournisseurs. D'abord en charge de la filiale française, et ensuite j'ai eu un poste groupe avec comme mission d'améliorer les performances de l'équipe finance grâce à l'IA et aux outils no-code. Donc voilà comment organiser des sessions de Learn and Development mensuelles avec les équipes. Donc on était 15 financiers répartis sur 5 pays, et c'est comme ça que je suis tombée dans l'IA générative, et aujourd'hui je travaille avec des organismes de formation, des entreprises qui vont de la PME au grand groupe. Vous avez aussi le QR code si vous voulez vous abonner à ma newsletter qui est gratuite. C'est une newsletter mensuelle dans laquelle je décrypte un sujet par mois. Maintenant, à nous d'en savoir un peu plus sur vous. On a préparé 2 petites questions pour ce icebreaker pour connaître un petit peu plus votre expérience avec l'IA. Et donc, vous allez voir apparaître les questions normalement sur votre écran.
On vous laisse quelques minutes avec Jean-Luc. Alors moi, je vois pas les résultats, donc Jean-Luc nous indiquera les résultats de la première question, puis de la deuxième question. Oui, n'hésitez pas à aller il y a l'onglet sondage qui doit apparaître dans votre. N'hésitez pas à voter effectivement si vous avez déjà utilisé l'IA dans votre métier, que ce soit avec un outil propre, avec Copilot, ChatGPT, Gemini, Mistral. Enfin, il y a un certain nombre d'assistants IA disponibles. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà des licences payantes en plus pour aller plus loin. Donc, alors, beaucoup de votes, super. Je partage les résultats. Je laisse encore 10 petites secondes, mais on a plutôt une audience qui utilise les assistants IA, donc c'est plutôt. Ok. Est-ce que je peux partager les résultats? Super. Alors, j'ai partagé, clac. Évidemment, ça ne marche pas, c'est l'effet des mots. Exactement. Toujours comme ça. On a une grosse moitié de l'audience qui a testé des cas d'usage, qui l'a essayé quelques fois sans aller plus loin et qui l'utilisent quotidiennement. Donc, la grosse moitié de l'audience est plutôt familiarisée avec les outils IA. Super. Et pour les autres, où ça fonctionne un peu pour tout le monde, un petit conseil pour identifier vos quick wins. Et c'est souvent par ça qu'il faut démarrer. Alors, pour ceux qui n'ont jamais testé l'IA générative, c'est commencer par des petites tâches très faciles de résumé de documents, rédaction d'emails. Et pour les autres, pour identifier aussi les quick wins, c'est toutes les tâches qui vont être sujettes à erreur, manuelles, récurrentes, et donc qui vont être également facilement automatisables ou améliorables grâce à l'IA. Et une fois que vous avez, si ça coche ces 4 cases, vous avez vos premiers cas d'usage. Et donc, il y avait une deuxième question. Oui, plutôt autour du challenge d'aller plus loin grâce à l'IA. Oui, relative au défi et quand on utilise l'IA générative. Voilà, si vous pouvez prendre juste quelques instants pour répondre à cette question, ça nous permet effectivement de situer le groupe et d'orienter le reste de la présentation sur ce qui va être le plus pertinent pour vous. Alors, vous avez la possibilité de cocher plusieurs réponses aussi, hein, notamment pour cette question-là. Et alors, est-ce qu'on a un winner Pareil, je ne sais pas pourquoi je peux pas partager les résultats, mais en gros, manque de confiance dans la fiabilité des résultats de l'IA est devant, difficulté à traduire des prompts en prompts les besoins spécifiques à la finance, et en troisième, juste derrière, incertitude sur les tâches réalisables avec l'IA. Le reste apparaît moins souvent. Très bien. On va plus ou moins voir ces trois points sur la demi-heure qu'on a ensemble à venir. Donc c'est parfait. Et je vous propose d'enchaîner. Donc sachez que vous n'avez pas besoin d'être data scientist ou ingénieur. Tout le monde peut écrire un prompt, mais il y a quand même une certaine méthodologie à suivre pour avoir de bons résultats. Donc moi j'ai développé la méthode Script, mais vous allez trouver sur internet de nombreuses autres méthodes. Donc Script, c'est pour situation, contexte, rôle, instruction, précision et tonalité. Souvent on a tendance à débuter par le rôle, donc définir le personae. Ce qui est bien en définissant un rôle à l'IA, c'est qu'il va utiliser le bon vocabulaire, par exemple. Donc, tu es directeur financier, tu es data scientist, etc. Ensuite, vous allez expliquer le problème général auquel vous faites face. Donc, dans notre exemple, on a mis le comité de direction veut anticiper les risques qu'une croissance rapide fait peser sur la trésorerie et le BFR. Le contexte, l'idée, c'est de donner vraiment un maximum de détails, d'être très précis aussi pour l'IA générative, le LLM, Large Language Model, que vous allez utiliser, puisque forcément, il n'a pas accès à tout votre contexte. C'est un peu comme un stagiaire qui vient d'arriver devant votre entreprise.
Il a beau être très intelligent et avoir lu beaucoup d'informations, si vous lui donnez pas du contexte, il va pas vous donner le résultat escompté. Donc là, dans notre exemple, l'entreprise a doublé ses effectifs en 12 mois et vient d'ouvrir 3 nouveaux sites en Europe. Ensuite, on va lui donner les instructions, donc c'est les tâches qu'on veut que l'IA réalise. Donc, dans notre exemple, liste les 5 risques financiers majeurs dans ce contexte. Des précisions. Donc là, dans les précisions, ça peut être des précisions sur l'output que vous voulez générer. Donc par exemple, je veux que ce soit sous format tableau, je veux que ce soit sous format bullet point. Et ça peut être aussi le fait de partager des exemples avec l'IA. Donc, vous allez partager votre fichier Excel ou alors vous allez, si vous êtes en train d'écrire un mémo interne, eh bien, par exemple, partager les anciens mémos internes pour dire, tu utiliseras la même tonalité, tu utiliseras la même structure, etc. Donc là, dans notre exemple, c'est pour chacun, donne un exemple concret, propose un levier d'anticipation ou mitigation et classe-les selon le niveau de criticité élevé, modéré et faible. Et ensuite, spécifier le ton, parce que forcément, vous n'allez pas utiliser le même ton si en face de vous, vous avez votre client, votre collègue ou un comité de direction. Donc, dans notre exemple, on dit adopte un ton professionnel avec des formulations actionnables pour un codir et soit orienté solution. Vous voyez, on peut aller un petit peu loin dans le détail de la tonalité. Donc à nouveau, ce que j'aime bien dire, c'est vraiment suivez cette méthode et voyez l'IA comme votre stagiaire, comme un collègue à qui vous expliqueriez une tâche. L'idée, c'est vraiment de donner le maximum d'informations pour pouvoir obtenir le meilleur résultat. S'il y a des questions, donc il y a une session de Q&A à la fin, donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et puis j'y répondrai à la fin. Petit quiz pour tout le monde, pour rendre cela interactif et être sûr que vous suivez derrière l'ordinateur. Donc, d'après vous, est-ce que c'est un bon ou un mauvais prompt? À nouveau, répondez dans le chat oui ou non. Et Jean-Luc, tu me diras les réponses. Tu es DAF à la tête d'une équipe de 15 financiers répartis entre la France et l'Allemagne. Donne-moi les KPI à suivre mensuellement et indique-moi comment les calculer. On a une audience très attentive parce que la réponse qui se dégage, c'est non. Non, 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 non et non. Parfait, exactement. Alors pourquoi? C'est parce que forcément les KPI ne sont pas les mêmes si vous travaillez dans un SaaS B2B ou si vous travaillez pour une PME industrielle. Pour l'un, vous allez être sur, par exemple, l'annual recurring revenue, le churn, et pour l'autre, vous allez être sur le prix de revient industriel. Donc là, il manque notamment cette information-là pour obtenir un bon résultat. Nouveau prompt, tu es Head of Finance à la tête d'une équipe de 15 financiers dont 2 trésoriers. Rédige un email pour les informer que vous migrez sur Agicap pour le suivi de trésor. Tu indiqueras les principaux avantages et qu'une session démo aura lieu vendredi prochain entre midi et 14h. Tu utiliseras un ton chaleureux. Donc, je vous laisse répondre dans le chat. C'est un grand oui qui se dégage. Exact. Solide, donc là, bravo, voilà, c'est enthousiaste. Parfait. Eh ben, exactement. Donc là, on voit qu'on a utilisé la méthode script. Je vous ai remis les petites lettres entre parenthèses à ne pas mettre quand vous parlez à votre LLM, votre Large Language Model. Donc, tu es Head of Finance, le rôle, à la tête d'une équipe de financiers dont 2 trésoriers, le contexte, rédige un email, c'est l'instruction. Les informer que vous migrez sur Agicap, c'est la situation à laquelle vous faites face. On a mis un petit peu de précision sur ce qu'on voulait indiquer dans l'email et on a indiqué le ton également. Sachez qu'on va tester lors de la démo ce prompt. Donc, on vérifiera si c'est véritablement un bon prompt ou non. Mais si on a un bon prompt, ça ne suffit pas toujours, il faut itérer. De la même manière qu'avec votre stagiaire, vous allez lui expliquer la tâche, lui donner un maximum de contexte, toutes les instructions, il va partir travailler dans son coin, il revient, il vous montre le résultat. C'est pas exactement ce que vous vouliez. Vous aviez oublié, ah oui, ici, ce point-là, c'est très spécifique, là, j'ai oublié de te le dire, là, t'as pas bien compris, etc. C'est exactement le même problème, le même principe, pas le même problème, le même principe avec les large language models. Il faut itérer, il faut affiner pour obtenir un très bon résultat. Alors pas dans le cas précédent juste pour la rédaction d'un email, mais quand on arrive sur des situations, des problématiques plus complexes, c'est important d'itérer. Et souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils s'arrêtent, ils testent, ils utilisent même pas une bonne méthode, ils mettent un petit message dans ChatGPT ou Gemini, ils se disent « Ok, le résultat est pas top » et hop, ils repartent. Donc, sachez qu'il faut itérer.
Ici, je vous ai mis quelques petites techniques de prompting avancées. Donc, il y en a une qui s'appelle la chain of thought. C'est le fait de décomposer une requête complexe en plusieurs sous-requêtes. Donc, par exemple, vous avez une grosse question principale un peu difficile qui ne se répond pas en une phrase. Comment structurer un business plan fiable pour l'ouverture d'un nouveau site ? Vous, si vous deviez travailler sur cette question, vous allez décomposer la question en vous disant quelles sont les hypothèses que je vais prendre, comment je vais estimer mes revenus, comment je vais estimer mes coûts, quels sont mes indicateurs clés de performance, etc. Là, ça fonctionne pareil. Vous allez du coup utiliser des requêtes séquentielles. Donc, vous allez d'abord dire à l'IA, quelle hypothèse financière est-ce que je dois définir pour l'ouverture de mon nouveau site, quels sont les facteurs clés pour estimer les revenus, etc. Et ensuite, vous allez synthétiser les différentes réponses à vos requêtes et vous allez bien entendu itérer, réviser et affiner ce que vous avez obtenu. Il faut savoir que le Chain of Thought, maintenant, c'est directement intégré dans les nouveaux modèles. Donc, ChatGPT-O, Gemini 2.5, ces modèles-là, maintenant, ils intègrent ce système de réflexion. Mais je trouve qu'il y a toujours de très bons résultats parce qu'ils vont pas forcément réfléchir exactement de la même manière que vous. Il y a toujours de très bons résultats quand on utilise par nous-mêmes le Chain of Thought. Et ensuite, une autre façon qui s'appelle, une autre technique de prompting, c'est d'utiliser le metacognition, c'est-à-dire qu'on va encourager l'IA à réfléchir à son mode de pensée, ses biais, ses stratégies de prise de décision. Donc, soit on va lui demander comment est-ce que tu es arrivé à ce résultat-là, donc il va expliquer le raisonnement qu'il a utilisé, ou alors vous allez lui dire, évalue ta réponse sur une échelle de 1 à 10 selon les critères que vous aurez définis. Là, on a dit par exemple en fonction de l'exactitude, de la pertinence, de la clarté. Et après, vous allez lui dire, très bien, tu t'es mis 8 sur 10 sur pertinence. Qu'est-ce qui manque pour obtenir 10 sur 10 ? Et ensuite, il va vous expliquer ce qui manque et vous allez dire, très bien, maintenant prends ça en compte et améliore ta précédente réponse. Un autre tips intéressant, c'est que parfois le modèle va vous dire, je ne peux pas, c'est souvent dans la génération de documents, je ne peux pas générer tel document. Vous allez lui dire si, je sais que tu en es capable, et là il vous génère le document. Donc parfois, alors ça arrive que ce soit pas le cas, effectivement, il n'est pas capable de générer quelque chose ou de vous générer une réponse, mais parfois il est un petit peu flemmard et il faut juste réessayer et ça fonctionne. Tester et vous me direz. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors maintenant, comment travailler en sécurité ? Ici, on va parler de confidentialité, de limites, de bonnes pratiques. Donc les limites et les points d'attention autour de l'IA générative, forcément, il y a des risques d'erreur ou d'hallucination. Alors comment est-ce qu'on évite ça ? Le fait d'utiliser un bon prompt, c'est déjà une bonne réponse. Et la deuxième chose, c'est de lui demander les sources. De la même manière, aujourd'hui, si vous faites une recherche sur Google et que vous cherchez des informations sur une nouvelle norme IFRS, vous vous doutez bien que si vous trouvez un lien vers Wikipédia, la source n'est peut-être pas très fiable. Par contre, si vous trouvez ifrs.org ou un lien vers un Big Four, vous savez que vous allez pouvoir avoir confiance en le résultat. C'est un petit peu le même principe aussi avec l'IA générative, donc un bon prompt, demander les sources et faire preuve de scepticisme professionnel pour vous assurer de la même manière. Vous avez un nouvel arrivant dans votre entreprise, vous allez aussi vérifier au début, avant de faire confiance, les résultats. Donc toujours une revue humaine. Connaissance du contexte limité, on en a parlé aussi tout à l'heure. Alors c'est un petit peu en train de changer parce que maintenant il y a Gemini dans l'environnement Google, Copilot dans l'environnement Microsoft, mais forcément l'IA n'a pas accès à votre cerveau, en tout cas jusqu'à maintenant. Et donc c'est important de lui donner un maximum de contexte si c'est nécessaire à la réalisation de la tâche. Absence de compréhension humaine et de compréhension humaine et de conscience. À nouveau, vous avez en face de vous une intelligence artificielle et pas humaine, donc forcément difficile de saisir tout ce qui va être subtilité, émotion, intention, etc. Répétitivité et manque d'originalité. Quand on commence à utiliser l'IA de manière plus fréquente, on se rend compte qu'il y a souvent les mêmes phrasés qui reviennent. Vous verrez sur LinkedIn, maintenant que je vais vous le dire, vous allez le voir partout, mais on voit spoiler alert dans tous les messages LinkedIn. Souvent, c'est généré par l'IA parce que peu de personnes l'utilisaient avant. Donc, si on est sur la rédaction d'un mémo interne, c'est un point auquel il faut faire attention. Si vous l'utilisez pour rédiger un email, de toute façon, on utilise tous un peu les mêmes phrasés aussi pour les emails, donc c'est moins gênant. L'impact écologique,
Aujourd'hui, on dit que c'est 30 fois plus consommateur d'énergie de faire une requête sur LLM qu'une requête classique sur un moteur de recherche. Donc, à nouveau, l'utiliser aussi pour des tâches à réelle valeur ajoutée et pas forcément pour faire joujou. La gestion de la confidentialité des données, alors ça c'est pas nouveau, hein, gérer la confidentialité des données, mais c'est vrai que maintenant c'est d'autant plus mis en avant avec l'arrivée des IA génératives. Alors, il y a plusieurs bonnes pratiques à adopter. Déjà, il faut savoir que si vous utilisez Copilot dans votre environnement travail Microsoft et Gemini dans votre environnement travail Google, c'est les mêmes normes de gestion de la confidentialité des données qui s'appliquent. Autre point, si vous utilisez des outils hors plan entreprise ou plan Teams, dans ces cas-là, allez dans les paramètres et désactivez l'entraînement sur vos données. Ça permet de protéger un petit peu ces données. Ensuite, dans les bonnes pratiques à adopter, forcément limiter le partage de données sensibles. Donc, il y a plusieurs techniques à adopter. Vous pouvez anonymiser certaines de vos données, utiliser des exemples génériques, notamment pour tout ce qui va être brainstorming, ou partager uniquement la structure d'un fichier. Typiquement, vous voulez créer une macro, vous pouvez juste partager les headers, la première ligne, et expliquer ce que vous voulez faire dans votre fichier sans avoir à partager les données qui sont à l'intérieur. Sensibiliser et former vos collaborateurs, ça va vraiment avec le fait d'établir une charte interne. C'est important d'établir cette charte pour définir justement les contours, les règles de l'usage de l'IA. Quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser? Quelles sont les limites d'utilisation de ces outils? Et ensuite, sensibiliser et former vos collaborateurs, parce que j'ai pas mal d'entreprises avec qui je travaille qui finalement ont établi des chartes, les ont partagées par email, mais personne dans les collaborateurs n'ont lu finalement la charte. Donc à nouveau, il y a aussi tout un aspect de sensibilisation et de formation des collaborateurs. Et ensuite, à nouveau, privilégier tout ce qui va être version pro et payante, puisque quand c'est gratuit, c'est vous êtes le produit. Maintenant, passons au cas d'usage en finance. Donc, pour moi, il y a 4 grands champs d'application qui se dessinent. Tout ce qui est communication et rédaction, bon, assez connu celui-là. Analyse et stratégie, formation et support, automatisation et organisation. Et je vous ai donné 4 exemples pour chacun de ces champs d'application. Donc, dans tout ce qui est communication et rédaction, vous pouvez l'utiliser pour écrire un mémo, une procédure. Typiquement, là, je vous ai donné des exemples d'instructions, rédiger un rapport, une politique de TNI, répondre à un email. Donc là, rédige une réponse et demande XYZ. Donc là, pareil, ce que vous pouvez faire aussi, soit vous avez en fait directement Gemini dans Gmail ou Copilot dans Outlook. Donc en plus, il va directement prendre en compte le contexte. Soit vous allez devoir copier-coller dans un LLM externe. En sachant qu'à nouveau, attention, si c'est un LLM externe et que vous êtes sur une version gratuite, on évite de copier-coller des emails avec des données confidentielles. Vous pouvez traduire un texte, un document. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Copilot dans PowerPoint est capable de vous traduire un PowerPoint en quelques secondes, alors qu'avant, il fallait copier-coller chaque intérieur de textbox, le faire traduire, le recoller. Là, maintenant, vous avez la possibilité directement de générer un PowerPoint traduit en quelques secondes. Et ça, je trouve que c'est assez impressionnant et surtout, ça change la vie et ça fait gagner du temps. Vous pouvez aussi résumer, documents, contrats, donc ça, c'est assez classique. Cas d'usage en analyse et stratégie. Vous avez la possibilité d'utiliser l'IA pour tout ce qui va être raisonnement, brainstorming, pour faire des analyses, des modélisations. Alors, tout ce qui est raisonné, brainstormer, vous n'êtes pas obligé de partager des données confidentielles. Typiquement, comment arbitrer entre leasing et achat d'un nouvel équipement. Brainstormer liste 5 idées pour augmenter les revenus dans chaque catégorie de produits. Et ensuite, là, vous allez pouvoir dire, OK, il va vous lister 5 idées un peu génériques et vous allez pouvoir creuser et donner plus de contexte sur les idées qui vous intéressent. Faire des analyses, quels sont mes top 3 produits en chiffre d'affaires cette année et faire des modélisations, modélise un plan de financement initial pour l'ouverture de ce site. Il faut savoir que depuis peu, il y a aussi la possibilité directement dans Excel d'utiliser du code Python pour faire tout ce qui va être forecast, modélisation, etc. Alors, c'est encore aux prémices. L'interaction avec les fichiers, c'est encore un début, c'est pas incroyable, mais c'est très prometteur pour la suite pour nous les financiers.
Cas d'usage sur formation et support, vous pouvez utiliser l'IA pour vous former sur des outils. Typiquement, indique-moi les étapes. Vous avez votre collègue qui est absent, vous ne savez absolument pas comment sortir une balance AG depuis SAP. Vous pouvez demander à l'IA de vous expliquer les différentes étapes. Si vous vous retrouvez bloqué, vous pouvez même partager un print screen de votre écran en disant là, j'ai pas le bouton, tu me dis de cliquer sur tel bouton, moi je ne l'ai pas. Vous pouvez partager un print screen, il va vous dire ah oui, effectivement, dans ces cas-là, clique ici, ici. Améliorer son niveau de langue, propose un mini-dialogue entre un DAF et un investisseur en anglais et je reformule. Donc là, vous pouvez utiliser le mode vocal qui est quasi disponible aujourd'hui dans tous les LLM. Dans Claude, il est disponible, dans ChatGPT, il est disponible. Et donc, vous allez pouvoir créer une sorte de petit dialogue et vous entraîner à améliorer votre anglais, votre chinois ou autre, même améliorer vos présentations, améliorer vos interactions avec un codir, etc. Faire de la veille, pas forcément besoin d'IA pour répondre à cette question, mais quelle fintech disrupte la gestion de trésorerie? Créer, expliquer une formule, explique la formule utilisée. Par exemple, dans le fichier, vous arrivez sur un nouveau fichier Excel avec des formules que vous ne connaissez pas et des formules dans les formules. Ben, vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider. Dernier point, c'est la partie automatisation et organisation. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider à automatiser des processus. Par exemple, comment créer une alerte dans Google Sheets si une dépense dépasse le budget. Optimiser des processus, comment fluidifier le process de relance client. Donc là, vous allez bien, là, c'est juste l'instruction. Il faudra expliquer quel est votre process client actuel pour avoir des bons résultats. Générer des slides, génère une slide de conclusion pour le board ou même créer des checklists, une checklist pour la clôture mensuelle, pour l'audit annuel ou autre. Vous pouvez aussi utiliser l'IA pour vous créer des macros pour automatiser le formatage d'un fichier, par exemple. Je vous propose de passer à la démo live. Je vous ai pris 2 exemples. Un premier qui est sur la rédaction d'un email efficace. Donc j'ai fait une petite vidéo que je vais vous commenter en direct pour éviter les problèmes de live. Donc là, on utilise ChatGPT. Et on va utiliser l'outil Canva. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ou l'utilisent régulièrement, mais c'est pour tout ce qui va être écriture de texte et de code. Et donc, je vais vous montrer en direct ce que ça fait. Donc là, vous allez dans Outils, vous allez sur Écrire ou coder. Sachez que ça, c'est un modèle qui est disponible aussi sur les autres outils. Vous l'avez par exemple dans Gemini également. On retrouve notre prompt de tout à l'heure qui était un bon prompt, vérifions si c'est le cas. Ici, en fait, dans le mode Canva, vous allez voir que votre fenêtre de discussion avec l'IA va s'ouvrir sur le côté gauche. Et ici, vous allez avoir votre mail, votre texte, votre code qui va s'écrire ici. Et en fait, vous allez directement pouvoir interagir en sélectionnant une ligne en particulier, en demandant des améliorations à ChatGPT. Voilà, là, ici, on va lui demander d'écrire un objet plus court. Et donc, il va nous réécrire l'objet. Hop, voilà, en 2 secondes, avec quelque chose de plus court. On va pouvoir aussi directement interagir, hop, en écrivant. Donc là, je rajoute mon prénom. Vous pouvez écrire des phrases, faire ce que vous voulez. Là, en bas à droite, comme vous voyez, il y a un petit stylo sur lequel j'ai cliqué. Ce petit stylo, il va vous permettre d'ajuster la longueur, d'ajuster également le niveau, si vous voulez que ce soit un niveau maternel, vous voulez expliquer ce que vous faites, qu'est-ce que le métier de DAF à votre enfant de 3 ans, ou alors vous voulez un niveau universitaire. Vous allez pouvoir peaufiner le travail d'écriture et ajouter des emojis. Bon, là, c'est plutôt si vous travaillez sur une newsletter ou autre. Je vous montre ce que ça fait. Alors là, on imagine qu'on veut un email plus long. Bon, souvent, c'est plus court, mais on va imaginer ça. Voilà. Et d'ailleurs, on voit qu'il a bien pris un ton chaleureux comme on lui a demandé. Il explique effectivement la situation, c'est-à-dire on migre sur Agicap. Il explique les bénéfices de migrer sur Agicap, le fait qu'il y ait une session de démo qui est prévue ce vendredi de midi à 14h. Donc, il a vraiment pris en compte tout ce qu'on lui avait dit dans le prompt au début. Et on lui a dit qu'on était également Head of Finance dans notre prompt et il a bien noté Head of Finance à la fin dans la signature. Voilà pour le cas de la rédaction d'un email efficace en quelques secondes. Je vous propose un second exemple de synthèse et explication d'un référentiel IFRS. Je vous montre le doc à l'origine.
on est sur un doc qui fait 30 pages. Alors là, ici, voilà. Donc ça explique, en fait, il y a un nouveau référentiel IFRS 18 qui va arriver en 2027. Et là, en fait, on a ici tous les changements que ça va impliquer cette nouvelle norme. Donc, vous voyez, c'est quand même un doc de 30 pages. Hein. Donc, nous voilà ici sur une nouvelle vidéo démo. Donc, à nouveau, voici mon petit prompt. Tu es chef comptable, une nouvelle norme IFRS 18 va entrer en vigueur en 2027. Donc, voici le référentiel. Attach. Donc là, pour le coup, je vais lui mettre le document. J'aurais aussi pu lui demander d'aller trouver le référentiel. Hein, et indique en 5 points quels sont les principaux objectifs d'IFRS 18. Tu seras concis et tu utiliseras les termes techniques appropriés. Voilà, donc là, on lance notre prompt et on a bien 5 principaux objectifs de la norme IFRS 18 qui apparaissent. Là, il nous propose directement de réaliser un tableau comparatif des changements. C'est ce que j'allais lui demander. Donc, je lui dis effectivement, et tu le proposeras sous forme de tableau. On pourrait même lui dire ce qu'on veut hein, dans les différentes colonnes pour s'assurer d'avoir le résultat approprié. Et donc là, il va nous prendre les différents thèmes. Comment c'était avec IAS 1, comment c'est avec IFRS 18 et donc du coup, quelle est l'évolution qui est apportée. Hop, voilà pour ce second exemple et je vais laisser la parole à Kelly pour dashboard IA AGICAP. Hop. Super, voilà. Merci beaucoup Anne-Claire. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de la toute dernière nouveauté qu'on prépare et qui va bientôt arriver dans AGICAP. Pour l'instant, c'est une feature qui est en bêta, donc qui est vraiment réservée à des utilisateurs qui testent, qui nous font des retours et sur laquelle on itère. L'idée, c'est d'aller enrichir notre feature qui existe déjà sur AGICAP, qui permet de faire des dashboards. Donc des dashboards, ça peut être des graphes, ça peut être des tableaux. Et en général, il faut aller les configurer dans AGICAP en sélectionnant les données qu'on souhaite, en sélectionnant les modalités, donc sous quelle forme on les veut, de quelle manière, etc., sur quelle période. Là, l'idée, ça va être de faire la même chose, mais directement avec l'IA, donc avec un chat. Donc, on peut lui exprimer notre souhait en langage naturel. Donc, par exemple, là, très naïvement, je lui ai demandé de visualiser l'évolution de mes dépenses depuis le début de l'année. Donc, c'est vraiment très vague. On va voir ce qu'il va faire. Donc, dans un premier temps, il est allé chercher mes données. Là, il y a 2 avantages. Déjà, par rapport à tout ce que vous a dit Anne-Claire avant, vous n'avez pas besoin de faire un prompt très, très long en lui donnant son rôle, etc., parce qu'en fait, c'est déjà intégré dans AGICAP. Vous êtes déjà dans le module d'AGICAP, donc il a déjà été prompté pour définir son scope, son rôle, son objectif, etc. Il sait que c'est un assistant d'AGICAP pour faire des dashboards, il connaît le contexte de votre entreprise, etc. Donc, vous pouvez aller très droit au but lorsque vous lui demandez quelque chose. Ensuite, il a accès à toutes vos données sur AGICAP. Donc, pas besoin d'aller copier-coller les tableaux, les données, etc. dans ChatGPT. Il y aura accès directement. Donc, dans un premier temps, il va chercher mes données, donc là, les catégories et le cash flow. Et ensuite, il va écrire du code. Il écrit du code Python qu'il va ensuite exécuter. Et ça, c'est très puissant parce que ça ouvre énormément de possibilités, autant en termes de forme de graphe, parce qu'il va pouvoir faire des histogrammes, des courbes, des histogrammes plus des courbes, en fait, tout ce qu'on peut imaginer. Et également, il va pouvoir faire tous les calculs qu'on a en tête. Donc, avant, si vous avez déjà utilisé AGICAP, vous savez qu'il fallait passer par des KPI pour pouvoir visualiser des calculs sur vos données. Là, vous pouvez directement lui demander un calcul et il va pouvoir le faire de manière complètement transparente pour vous. Et ensuite, comme on l'a dit précédemment, il faut itérer. Donc là, je lui avais pas donné de forme de graphe, donc c'était vraiment une première idée, un premier jet qui m'a sorti. Maintenant, je vais itérer avec lui pour ajouter des données, modifier les couleurs, modifier le format des nombres, etc., etc. Donc là, je lui ai demandé par exemple d'enlever les chiffres au-dessus des barres et de rajouter les encaissements en barre verte. Donc il m'a bien mis les encaissements en négatif en barre rouge, les encaissements en positif en barre verte. Et là, encore une fois, on va pouvoir itérer, donc ajouter une ligne pour représenter le solde.
les barres plus les lignes, c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire jusqu'à présent avec les custom dashboards. Et là, comme on a une liberté de forme de graphique, on peut le faire sans aucun problème. Le diagramme est interactif et on a ajouté un bouton de log qui permet en fait de donner de la transparence à l'utilisateur sur ce qui s'est fait dans le code. Donc l'idée, c'est vraiment là de vous donner de la confiance sur les données qui sont présentes dans le graphe. Au début, vous risquez de souvent ouvrir ces logs pour aller vérifier les données qu'il est allé chercher, voir que la période correspond bien, etc. Et l'idée, c'est que vous gagnez petit à petit de la confiance à l'utilisation et qu'ensuite, vous ayez complètement confiance en votre assistant. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu un aperçu de la feature. Et je vais vous montrer deux autres use cases. Si j'arrive à passer mes slides. Oups. Voilà. Alors, l'avantage aussi de ces dashboards IA, c'est qu'ils vont rester à jour dans le temps. Donc, à chaque fois que vous revenez sur le dashboard, les données, l'assistant retourne chercher les données. Et donc, les données seront toujours à jour. Donc, une fois que vous les avez vérifiées une fois, le lendemain, elles se mettent à jour avec les données du jour. Là, je vais vous montrer un autre exemple avec un tableau, parce qu'on peut faire des graphiques, mais on peut aussi faire des tableaux. Là, en l'occurrence, c'est le suivi des décaissements. Donc, je lui ai demandé d'aller chercher le total de mes décaissements mois par mois et par compte bancaire. Vous voyez que c'est ce qu'il est allé faire. Et ensuite, je vais lui demander de calculer les commissions sur ces décaissements. Et pour ça, pas besoin de formules compliquées, de mots-clés, etc. Je vais lui dire en langage naturel, donc avec du pseudocode, en fait, en lui disant tu vas prendre le montant de la cellule pour chacun des mois et tu vas multiplier par 0,025%. Et en fait, tout de suite, il sait exactement interpréter cette formule en langage naturel et la transformer dans le code pour appliquer ces 0,025%. Et donc là, j'ai mes données à jour. Je vais lui demander un petit formatage pour arrondir les nombres, que ce soit plus lisible et remplacer les invalid numbers par des zéros. Et j'ai mon suivi de commission de décaissement qui sera toujours à jour sur ma page de dashboard. Comme précédemment, on a les logs qui nous permettent d'aller vérifier en partie les données. Et on peut l'enregistrer pour l'ajouter sur notre page de dashboard et l'avoir au milieu de tous nos graphiques. Et les tableaux sont redimensionnables, ils sont toujours là, toujours prêts pour vous aider. Et enfin, un dernier use case, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Vous avez vu qu'en bas, dans le chat, il y a un petit bouton Upload File. Ça peut être très utile si vous avez déjà des graphiques que vous avez fait sous Excel, par exemple, et que vous tenez à votre charte graphique. Vous allez pouvoir lui importer un graphique. Donc là, j'avais importé un graphique avec un nombre de ventes réel et prévisionnel. En l'occurrence, nous, le nombre de ventes, c'est pas vraiment notre sujet sur AgiCap puisqu'on a des données de trésorerie. Donc, je lui ai demandé de refaire ce graphique. Donc, il a repris exactement la même charte graphique avec les données prévisionnelles et réelles, mais en montant des ventes, en encaissement client. Et donc, il me reprend la charte graphique et ça peut aussi faciliter le prompting. En fait, vous n'avez pas besoin d'aller très, très loin dans le prompting en lui disant « je veux des barres bleues pour telle donnée, une courbe pour le réel, etc. » Il va reprendre automatiquement ces choses-là. Donc, ça peut vraiment faciliter le prompting également. Et voilà pour la présentation des tableaux de bord IA sur AgiCap qui arrivent, donc qui sont en bêta pour le moment. Et on va ouvrir une deuxième phase de bêta d'ici quelques mois. Donc voilà, vous serez informés de ça. Merci Kelly, très clair. Alors, je vois qu'il y a une question. Oui, j'allais parler effectivement des questions. Effectivement, on a une question sur les prompts dans le cadre de ce tableur sympathique qu'on utilise tous Excel. Alors, si vous voulez, je vais repartager mon écran. Alors, tac. Ici. Alors, j'avais enregistré là, ça peut être Google Sheet, mais c'est exactement le même principe. J'ai plusieurs petits cas à vous montrer. Donc là, imaginons, vous avez votre extrait comptable, vraiment brut. À nouveau, quand vous voulez utiliser l'IA aujourd'hui,
avec du Excel ou du Google Sheet, c'est beaucoup plus performant si vous avez quelque chose, vous voyez, un type extrait grand livre, Tibi, extrait comptable, bien ordonné et pas avec des sauts de lignes, des sauts de colonnes, etc. où là, l'IA a un petit peu plus de mal à analyser le fichier, même si c'est de mieux en mieux. Et là, on imagine que je veux créer justement une macro à partir de là. Donc, à nouveau, vous voyez, je retourne dans Canva. Et voici le prompt que j'utilise. Donc là, je lui mets dans son rôle. Tu es un expert de Google Apps Script. Il faut savoir que si vous êtes sur Excel, vous allez lui dire que c'est un expert VBA. Voici la structure de mon fichier, Google Sheet ou Excel. Un onglet Sheet 1 avec les colonnes suivantes. Donc ici, vous allez copier-coller les headers. Et on lui demande d'écrire un script qui fera les tâches suivantes, ajouter les colonnes avec leurs formules respectives appliquées jusqu'en bas du tableau. Donc, on va lui demander de calculer la grosse margin sur revenu. Donc, on lui demande de calculer des KPI et on lui explique pas du tout comment calculer ces KPI. À partir de là, ça va générer, et on lui demande aussi de formater notre fichier. Ça va générer un code que vous allez pouvoir injecter directement dans votre fichier Excel ou dans votre fichier Google Sheet. Donc là, en plus, vous voyez, en vert, il vous donne un peu des informations pour comprendre exactement ce qu'il fait. Donc, ça aide aussi à auditer le document. Vous allez copier ça. Je vous passe un peu donc vous allez dans Google Apps Script. Je vous passe un petit peu tout là où je vais lui donner accès aux données. Voilà, je lui donne accès et voilà. À partir de là, je vais run mon script, donc ma macro finalement. Et je vous laisse regarder le résultat en quelques secondes. C'est pas en accéléré. Tac. Il est venu me calculer mes différents KPI, grosse margin sur le chiffre d'affaires, les EBITDA, etc. Et il m'a formaté tout un fichier. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de l'IA dans un fichier Excel, bien qu'il n'a pas interagi directement, mais il vous a aidé à écrire une macro et la macro parfaite pour calculer également des KPI. Donc ça, c'est un premier exemple. Je vous donne un deuxième exemple. Vous pouvez lui dire, voilà l'exemple d'un prompt. Tu es Head of Finance, donc là à nouveau d'une startup SaaS B2B. Tu as reçu les chiffres du S1 2025 en comparaison du budget. Propose une analyse des données H1 en faisant ressortir les messages clés et le plan d'action pour la société pour le S2. Tu feras cette analyse en français puisque c'est un doc en anglais. Et voilà ce que vous pouvez lui partager. Et à partir de là, c'est assez impressionnant les résultats, c'est qu'il est capable de vous dire que finalement, le revenu, on est en dessous du budget et il est tiré vers le bas par un résultat un peu moyen au niveau de la France. Et il va vous dire, bah voilà, il faut analyser, est-ce que c'est le churn, est-ce que c'est l'acquisition. Pareil pour le MRR international, il va vous dire, bah là, il faut analyser tout ce qui a bien fonctionné parce qu'à l'international, il y a du potentiel. Donc, les résultats sont quand même assez impressionnants et vous voyez, il a été capable de lire ce fichier qui est quand même sous un format un petit peu travaillé. Par contre, si je lui demande de rajouter des colonnes, de modifier des choses, ça devient un petit peu difficile parce que il y a des sauts de colonnes, des sauts de lignes, etc. Autre chose que vous pouvez faire, c'est maintenant avec Copilot dans Excel, vous pouvez lui demander de ajoute-moi une colonne qui calculera la variance. Il vous le fait. Alors là, il n'y a pas un énorme gain de temps, mais voyez, vous allez pouvoir un peu lui demander tout ce type aujourd'hui d'informations. Par contre, au niveau de l'interaction au niveau de la cellule, ça reste encore très limité, mais il faut savoir que ça évolue extrêmement vite. Et ce que je vous dis aujourd'hui, si vous voyez le webinaire d'ici un mois, ce sera certainement outdated et ce sera faisable. Donc voilà, il y a des grosses évolutions qui vont très vite. Voilà, j'espère Christophe que ça vous a donné déjà un peu des idées et que j'ai un petit peu répondu que j'ai répondu à votre question avec ces deux exemples. Oui, puis on partagera Anne-Claire va préparer une bibliothèque de prompts. On vous partagera 5 prompts utiles à tous les participants au webinaire. Ça vous permettra effectivement de tester un peu sur votre assistant IA les prompts dans des contextes Excel notamment. Ouais, voilà. Et avec des prompts vraiment bien complets et des petits tips additionnels. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout était clair? Oui, effectivement, je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Donc effectivement, juste pour
Récapituler, donc première partie, méthodologie très claire présentée par Anne-Claire sur comment bien prompter l'IA, l'importance d'itérer, de recontextualiser énormément, d'écrire son métier, évidemment d'utiliser une licence payante pour pas partager ses données on ne sait où. Donc ça, c'était vraiment important. Et on vous partagera effectivement 5 exemples de prompts que vous pourrez utiliser en day-to-day. Et une deuxième partie présentée par Kelly, effectivement, sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans un outil de gestion de trésorerie, avec effectivement plus besoin de contextualiser, mais effectivement ces modules qui simplifient énormément les interfaces homme-machine et qui vous permettent effectivement de requêter et d'avoir des KPI, des reporting sur mesure sur votre core business. Oui, que l'IA est utilisable de différentes façons et en finance notamment va changer la façon dont vous gérez la finance et travailler au quotidien dans vos métiers. Ah, Jean-Luc, je vois qu'il y a en fait une question dans question, je ne l'avais pas vue. Ah, très bien. Et merci d'avoir noté. Donc, pouvez-vous préciser à quel point les fichiers partagés avec l'IA sont sécurisés ou non? Ah oui. Recommandez-vous systématiquement de tout anonymiser? En fait, ça va dépendre, comme je disais au début de la présentation, si vous travaillez avec Copilot et avec Gemini au sein de votre environnement entreprise, les données sont sécurisées de la même manière que toutes les données de votre entreprise. Si vous avez un chat GPT Enterprise, Plon ou Team, de la même manière, les données sont sécurisées, bien que il y a quand même eu des petites histoires parce que ils disent qu'ils sont tous RGPD compliant, SOC 2 compliant, mais par exemple, il y a quand même une certaine limite, notamment sur ChatGPT, pour tout ce qui est suppression de vos données définitives. Le droit à l'oubli, c'est pas forcément 100% respecté apparemment. Donc si vous n'êtes pas sur un plan entreprise, que vous utilisez un chat GPT Pro, etc., je recommanderais effectivement d'anonymiser au maximum vos données. Parce qu'il faut savoir que ça part sur, si c'est ChatGPT, ça part sur les serveurs US. Si vous êtes sur Mistral, ça part sur des serveurs en Europe. Mais vous maîtrisez pas forcément aussi la donnée, mais en tout cas, si vous désactivez aussi l'entraînement sur vos données, voilà, derrière, ils n'ont pas le droit d'entraîner le modèle sur vos données. Donc, au mieux vous anonymisez, au moins vous donnez de données additionnelles à des entreprises externes à la vôtre. Je pense que ça reste quand même un bon conseil. Et après, le mieux, c'est quand même d'utiliser son environnement entreprise ou des plans sécurisés. Et je vois qu'il y a une autre question d'Adrien. Quelle serait la meilleure IA pour de la finance? Alors, si on parle pas des IA, parce qu'il y a plein d'IA aujourd'hui, comme on a vu dans Agicap par exemple, il y a de l'IA générative qui est intégrée. Donc, si on parle en dehors de ces outils vraiment proprement comptables, gestion de la trésorerie, etc. Moi, en fait, ça va dépendre de ce que vous voulez en faire. Je trouve que Gemini 2.5 dans un environnement Google, il a accès à tout votre contexte, il est super puissant, c'est génial. Copilot, je le trouve beaucoup moins puissant aujourd'hui, mais je pense que le jour où il y a une meilleure interaction avec toute la suite Microsoft, ça va devenir vraiment, ils vont avoir une très grosse longueur d'avance. Donc, l'avantage de Gemini et de Copilot, c'est que eux, ils ont un peu toute cette intégration dans votre système, dans votre environnement, de travail. Donc ça, c'est leur gros plus. Sur ChatGPT, ils sont souvent en avance sur tout ce qui est outils, performance, etc. C'est les premiers à chaque fois à développer des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils. Et donc, sur du testing, souvent, c'est les mieux. Si vous pouvez, vous faites un mix des deux. Tout ce qui est données confidentielles, vous continuez vraiment à le gérer au sein de votre environnement. Et puis, le reste, vous passez par ChatGPT pour faire aussi du test sur des données non confidentielles. C'est ce que je recommanderais. Du coup, j'ai répondu par la même occasion à la question de Stéphanie, je pense. Il y avait une question sur l'IA d'Agicap. Ouais. Comment elle est faite. Alors, pour les appels au modèle, donc vraiment au LLM, on travaille avec OpenAI. On ne va pas développer notre propre modèle parce que ça n'aurait pas de sens, ce n'est pas notre expertise. Donc, on a un contrat avec OpenAI. Vos données sont sécurisées de la même manière que toutes les autres données sur Agicap.
Et ensuite, on construit vraiment tout ce qui est autour, donc tout l'assistant, la manière dont il interagit, dont il va chercher les données, dont il réutilise ces données pour en écrire du code, générer un graphique. Tout ça, c'est vraiment notre expertise métier qui permet de créer cet assistant. J'espère que j'ai répondu à la question. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une autre question sur la classification des transactions. Et on a sur Agicap une catégorisation des transactions qui utilise une technologie des LLM qui est la partie embeddings. Donc c'est très technique, mais c'est vraiment la représentation du texte dans un espace pour ensuite les catégoriser. Donc ça utilise pas toute la technologie des LLM, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement parce que les LLM ce sont des modèles qui sont quand même très lourds. Mais on a un modèle d'IA qui permet de catégoriser ces trésoreries très très bien déjà dans Agicap. Eh ben, Jean-Luc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Oui, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci encore à tous pour votre participation à ce webinaire. Toutes les questions hyper intéressantes, d'être restés jusqu'au bout. Merci à nos deux intervenantes, Anne-Claire et Kelly, pour la pertinence des présentations et d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. En follow-up, vous recevrez le replay, la bibliothèque IA. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur les assistants IA, sur le module IA dans Agicap, sur la gestion de trésorerie. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui évolue au quotidien, et comme le disaient nos deux intervenantes, ce qu'on a présenté aujourd'hui, ça se trouve, va être complètement différent et dans les approches et dans la façon dans 6 mois. Donc, on va refaire une série de webinaires sur le sujet parce que c'est une thématique qui intéresse tout le monde. Et donc, encore une fois, merci à tous et à très vite sur un prochain webinaire Agicap, et sans doute avec Anne-Claire sur ce sujet. Merci à tous. Au revoir. Merci.